Au sommaire de cette édition, Conakry, 25 février 2016, au sommaire de cette édition, la Banque africaine de développement s'engage à financer donc plusieurs projets en Guinée. C'est à l'issue de l'évaluation du portefeuille des projets à Conakry. Au sommaire encore, plus de 300 000 $ pour la préfecture de Kinya. C'est le montant de la taxe annuelle versée par la société Rostal dans le cadre de l'exploitation minière. Sport, tournoi de détection des jeunes footballeurs au stade de la Mission à Conakry. Une vingtaine d'équipes participent à cette détection. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur 2 décrets du chef de l'État. Décret de 2016-046 PRG SGG portant nomination de membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République, vu la Constitution, article 1er, décrète M. Pierre Lama, magistrat du siège au tribunal de première instance de Kaloum, est nommé membre du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics en remplacement de M. Fodé Kanté, magistrat appelé à d'autres fonctions. Article 2. M. Pierre Lama termine le mandat de M. Fodé Kanté qui a débuté le 25 octobre 2014. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret numéro D 2016-047 PRG SGG portant nomination des conseillers maîtres à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés conseillers maîtres à la Cour des comptes. Ce sont Mamadi Mara, magistrat référendaire. Dr Mfali Soumaré, magistrat référendaire. Mamadou Youdé Diallo, magistrat référendaire. Article 2. Le présent décret qui prend effet à partir de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 février 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le groupe Bolloré poursuit son programme de modernisation et d'extension du port autonome de Conakry. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a inauguré ce jeudi 2 nouveaux portiques ultramodernes dans le terminal à conteneurs. Ces 2 portiques à quai ont été financés à hauteur de 132 milliards de francs guinéens. Voici le reportage de Sanassi Keita. Ce sont 2 portiques de quai d'une valeur estimée à 17 229 620 $, soit 132 milliards de francs guinéens. Voilà des équipements de dernière génération que le groupe Bolloré vient de mettre à la disposition de Conakry Terminal, une de ses filiales. L'objectif étant de moderniser et d'améliorer la qualité du service offert aux clients. Et aujourd'hui, le groupe Bolloré décide d'inaugurer ces 2 portiques sous la direction du chef de l'État. 2 équipements qui pèsent environ chacun 1200 tonnes. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce donc à votre implication personnelle, le port de Conakry est en passe de devenir un grand port doté d'équipements de dernière génération. Nous sommes fiers de ces infrastructures et équipements qui hissent désormais le port de Conakry au rang des ports performants. Le port de Conakry, par lequel la douane réalise 98% de ses recettes, a traité en 2015 plus de 1000 navires, 8 200 000 tonnes de marchandises et plus de 166 000 conteneurs équivalent 20 pieds. Une performance exceptionnelle, jamais atteinte par le port autonome de Conakry. Et cela grâce à la vision du président de la République qui tient à faire du port autonome de Conakry un port moderne et compétitif. Le groupe Bolloré évolue justement dans cette dynamique. L'arrivée de ce portique permet au port de Conakry d'afficher un niveau de performance comparable aux grands ports régionaux. Leur inauguration marque ainsi la première phase d'extension du terminal à conteneurs. Le groupe Bolloré s'y était engagé, c'est maintenant une réalité. Notre ambition ne s'arrête pas là, Monsieur le Président. Nous comptons aller plus loin en reliant par chemin de fer le port autonome de Conakry à la future plateforme logistique de Cap-Belen.
À terme, ce projet permettra de soutenir durablement la croissance de l'économie guinéenne. Il permettra aussi de fluidifier le trafic routier en limitant les risques d'accidents causés par les camions. Tout ceci constitue des progrès importants pour le port autonome de Conakry, qui est la principale porte d'entrée du pays. Ça contribue à soutenir durablement la croissance de l'économie guinéenne et à gagner des parts de marché sur des pays enclavés. Le groupe Bolloré a été créé en 1822. Vincent Bolloré, aujourd'hui sous sa présidence, impulse la 6e génération et le présentant aujourd'hui devant vous représente la 7e génération. Et nous avons la volonté de continuer à nous développer, de rechercher des talents et de continuer à offrir à ces jeunes, qui sont des métiers que la jeunesse a besoin d'occuper grâce à leur talent et leur intuitivité, à faire des montages vidéo, à créer des publicités, à faire preuve de créativité. Ce 3e métier dont je voulais parler, l'ensemble des profits de nos 2 premiers métiers ont été investis et non pas distribués à cette famille pour aller dans l'innovation, la recherche et le développement, la création plus particulièrement de ce que nous appelons Blue Solutions, les énergies renouvelables. Nous avons effectué il y a plus de 20 ans de la recherche et du développement pour créer une fameuse batterie de stockage, un pari technologique qui nous permet aujourd'hui de soit utiliser de la mobilité électrique à travers des voitures électriques, des bus électriques ou des trams électriques, mais également, comme nous le voyons aujourd'hui, à Kaloum, à Dixine, à Symphonia, à Cap-Bélem et bientôt dans 2 nouvelles zones que nous ouvrirons, et permet aujourd'hui à cette énergie produite par le soleil ou par le vent qui souffle aujourd'hui d'être stockée dans cette fameuse batterie pour pouvoir utiliser cette électricité au moment où on en a besoin, ou même de produire de l'électricité dans des endroits totalement dépourvus de réseau et de rendre les villes entières totalement autonomes en énergie. Nous avons fait cette démonstration en avant-première mondiale en Guinée, en ouvrant à quelques centaines de mètres d'ici la Blue Zone de Kaloum, qui grâce à ses 420 carrés de panneaux photovoltaïques emmagasinent l'énergie du soleil et de la lumière pendant la journée, la stocke et lui permet, durant cette même journée et même pendant la nuit quand il n'y a plus de soleil, de distribuer de l'électricité. Le président de la République est ravi de voir le groupe Bolloré honorer tous ses engagements qui vont justement dans le sens de rendre le terminal à conteneurs plus performant, plus moderne et plus attractif pour les pays voisins, sans littoral notamment le Mali. Nous sommes très heureux que Bolloré ait tenu tous ses engagements concernant le développement du port. Parce que nous voulons faire du port de Conakry un hub vers l'Amérique latine. Mais cela suppose un port très performant, tant le port conteneur que le port autonome. Je suis heureux aujourd'hui que ce soit la 7e génération, car le langage de la 7e génération est différent des autres langages. Donc si nous sommes contents de parler du port, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le dernier métier dans lequel vous ne gagnez pas d'argent pour le moment, mais qui est dédié à la jeunesse, c'est-à-dire aux gens de votre âge, à vos amis. Parce que vous-même, vous avez dit que 70% de la population a moins de 30 ans. En effet, comment la jeunesse guinéenne ou la jeunesse africaine peut avoir accès aussi à l'emploi, l'électricité et la maîtrise des nouvelles technologies. À travers les Blue Zones et les autres points de rester que vous allez développer dans le pays, vous allez permettre à la jeunesse guinéenne, à travers e-learning, c'est-à-dire de recevoir des cours à partir des grandes universités, afin de maîtriser à la fois l'anglais et les nouvelles technologies. Parce que sans maîtrise des nouvelles technologies, on est dépassé dans la 4e révolution qui est en train de venir. Et là, c'est la voix de la jeunesse qui s'adressait à la jeunesse guinéenne, la voix de l'espoir, montrer à la jeunesse guinéenne qui a l'espoir. Bien sûr, le chômage est jeune, mais ce chômage ne peut être absorbé que grâce au développement des nouvelles technologies. C'est votre génération, vous connaissez mieux parce que nous sommes dépassés par ces nouvelles technologies, mais j'espère que cela va permettre à la jeunesse guinéenne d'aller très vite. Surtout à nos jeunes talents qui aujourd'hui ne peuvent pas enregistrer, pouvoir enregistrer et d'être écoutés à travers le monde. Donc, vous avez parlé de la voix de la jeunesse, c'est ça le plus important. Et je suis content que la relève soit encore meilleure que les précédents. C'est-à-dire la 7e génération en train de montrer qu'elle est meilleure que la 6e. Bien que mon ami Bolloré soit très bon,
mais je crois que la CETI est en train de le dépasser parce qu'elle peut s'adresser à la jeunesse, elle comprend les problèmes de la jeunesse et elle peut donner l'espoir à la jeunesse de Guinée. La réception de ces portiques de quai marque ainsi le début de l'industrialisation du terminal à conteneurs. Et pour les responsables du port autonome de Conakry, c'est la première fois depuis l'indépendance du pays que le port se dote d'un tel type d'équipement high-tech. En 5 ans de présence en Guinée, Conakry Terminal totalise plus de 153 millions de dollars d'investissement pour la modernisation du port autonome de Conakry et compte investir aujourd'hui 550 millions de dollars sur l'ensemble de la durée de la concession. Le progrès marche dans le pays. Merci Sanassi. Dans l'actualité au palais Sékou-Touré, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce jeudi le nouveau représentant de la Banque mondiale en Guinée. Il a été question de renforcement du partenariat entre notre pays et cette institution financière. Sanassi Keita revient sur les temps forts de cet entretien. Renforcer le partenariat entre la Guinée et la Banque mondiale. C'est en substance ce qui ressort de cet entretien entre le président de la République et le nouveau représentant de cette institution bancaire en Guinée. C'est d'abord une visite de courtoisie, mais il m'a aussi donné les instructions par rapport à ce qu'il attend de la Banque mondiale. Je lui ai dit que je suis ici pour renforcer la qualité de partenariat actif que la Banque et la Guinée ont eu, qui se traduit non seulement en termes de volume d'investissement dans les différents secteurs, je peux les citer si vous voulez, mais aussi sur le conseil. Parce que la Guinée, comme vous le savez, la Guinée est un pays riche. Et donc la banque se met à côté du gouvernement pour aider à développer toutes les ressources et réduire la pauvreté dans les délais. Et surtout, aider à mettre en œuvre le plan post-Ebola. Le nouveau représentant de la Banque mondiale en Guinée s'engage donc à appuyer les autorités guinéennes dans leur lutte commune contre la pauvreté et surtout les aider à mettre en œuvre avec diligence le plan post-Ebola. Je vous le disais en titre, la BAD décide d'appuyer le gouvernement guinéen. La Banque africaine de développement compte financer plusieurs projets dans le pays. C'est du moins ce qui ressort de l'évaluation du portefeuille des projets financés par l'institution. L'État guinéen apprécie cet engagement. Boubacar Ba. 13 projets pour 271 millions de dollars orientés vers les infrastructures, l'interconnexion électrique Guinée-Mali, l'agriculture et tant d'autres. L'objectif est de faire l'état d'avancement des projets en cours afin d'actualiser le plan d'amélioration du portefeuille. Parmi les difficultés, on note l'insuffisance ou la mauvaise qualité des études de base des projets, la non-maîtrise des règles et procédures de la banque, le manque de justification des fonds de roulement et le retard dans la signature des conditions de décaissement de certains projets. Le taux de décaissement est de l'ordre de 62%, dû pour la plupart à ceux liés au financement de la maladie à virus Ebola. Nous allons donc identifier les points de blocage, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de la BAD. Ensuite, réfléchir à la future génération de projets qui sont plus structurants, qui sont de nature à renforcer le secteur privé et le partenariat public-privé. Aujourd'hui en Guinée, le premier secteur, c'est dans le secteur des infrastructures, notamment en énergie et en transport. Le deuxième secteur, c'est le secteur de la gouvernance, à travers des appuis budgétaires, mais aussi à travers la lutte contre Ebola. La Banque africaine de développement prépare actuellement un important appui institutionnel qui doit aider le gouvernement à structurer le projet Simandou. La création du Fonds Africa 50 a permis à la BAD de mobiliser 800 millions de dollars et le projet Simandou pourrait bénéficier de cette enveloppe au terme des négociations en cours. Si tout se passe bien, on espère vraiment sur le guichet public pour 2016 et 2017 travailler sur quelque chose comme 250 millions de dollars. Si tout cela se passe bien, et puis sur le guichet privé de la BAD, essayer d'appuyer Simandou et autres pour à peu près environ 400-450 millions de dollars. De sa création en 1914 à nos jours, la Banque africaine de développement a financé 105 projets en faveur de la Guinée pour 1,474 milliard de dollars. L'autre image de l'actualité nationale, le NDI vient d'organiser un atelier de restitution de ses activités pendant la présidentielle en Guinée. Il a formé les délégués des partis politiques et a participé à plusieurs activités qui visent à renforcer la démocratie dans notre pays. Le reportage est signé de Yéné Yassani.
Après la tenue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée, les partenaires techniques et financiers se retrouvent pour tirer des leçons. Une rencontre qui a regroupé les acteurs de NDI, IFES et de l'USAID. Il s'agit de capitaliser les acquis en examinant les apports des différentes parties prenantes du processus électoral pour le renforcement de la démocratie en Guinée. Depuis donc, la fin de l'élection présidentielle, nous avons demandé au démembrement des partis politiques dans les préfectures de faire une auto-évaluation de leur participation dans le processus à leur niveau. Cette auto-évaluation a été remontée dans les capitales régionales pour une première synthèse régionale. Les différentes synthèses régionales ont été acheminées à Conakry dans les états-majors des partis pour permettre à chaque parti de faire une auto-évaluation globale du parti. En 2015, le National Democratic Institute a organisé plusieurs sessions de formation à l'intention des jeunes, notamment le programme Récopel sur la formation en technique de gestion d'une campagne électorale civilisée, la formation des femmes candidates, des jeunes et des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. C'est une très bonne chose pour nous que les partis politiques soient bien formés, car les partis politiques sont alpha et oméga du processus électoral. Au début c'est eux, à la fin c'est eux, et donc ils sont incontournables. Ça nous permet de savoir comment le processus électoral s'est passé et quelles ont été les réussites et quelles ont été les défaillances que le processus électoral a pu effectuer. Donc l'évaluation, déjà, le nom de l'évaluation du processus électoral est une très bonne chose et le NDI nous permet de nous évaluer. Pour les élections à venir, les partenaires techniques ont exprimé leur engagement à accompagner de nouveau la Guinée pour l'ancrage de la démocratie dans le pays. La CENI a organisé récemment à Kindia une rencontre pour recueillir les avis des différentes formations politiques. Au terme des travaux, une date a été proposée pour la tenue des élections locales et toutes les contraintes ont été relevées. Suivez cette déclaration de la CENI, lue par le responsable des opérations, Étienne Soropoli. CENI s'est exercée à l'élaboration du projet de chronogramme des élections locales avec l'assistance de ces démembrements, des représentants du MRTD et des experts de IFES. Dans cet exercice, des fondamentaux ont été identifiés pour constituer l'adossement et l'architecture technique du projet de chronogramme. Ce sont le recueil des contraintes administratives et juridiques liées à l'organisation des élections locales, la correction de la cartographie des bureaux de vote et du découpage administratif conformément aux recommandations sorties de l'état des lieux du fichier électoral effectué par des experts internationaux recrutés par la CENI sur appel à candidature restreinte. La mobilisation à temps de ressources humaines, matérielles et financières pour la mise en œuvre des opérations électorales, notamment celles logistiques et sécuritaires qui peuvent impacter le déroulement normal du processus électoral. Le recueil des préoccupations exprimées par les acteurs majeurs et autres parties prenantes au processus électoral, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et le ministère de l'administration du territoire, réunis à Kindia les lundis 15 et mardi 16 février 2016 sous l'égide du comité interparti de la CENI. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette déclaration juste après cette édition d'information. L'autre temps fort de cette édition, la société Roussal vient de remettre plus de 300 000 $ à la préfecture de Kindia. C'est au compte de la taxe annuelle de l'exploitation minière. Cette somme est destinée au financement des projets de développement socio-communautaire. Fatima Touyalo a suivi la remise.
Depuis 2006, la société Russal verse une taxe annuelle à la préfecture de Kindia, un montant proportionnel à la quantité de bauxite exploitée annuellement. Cette année, le montant s'élève à plus de 324 000 $ américains. Nous avons conclu un accord avec le gouvernement de Génie, c'est à 2006. En commençant à 2006, nous, chaque année, nous payons cet enrichissement dans la région. Maintenant, nous avons payé pour l'année 2014. Nous devons préparer tous les documents. L'année 2015 vient de terminer. C'est pourquoi nous devons préparer tous les documents de calculation et après nous faisons les nouvelles paiements. Ce chèque est destiné au développement des 10 collectivités locales de Kindia. Il permettra de résoudre les besoins urgents des collectivités bénéficiaires, des besoins inscrits dans le plan de développement local PDL. Le gouvernement guinéen a entamé une révision des instruments juridiques régissant le fonctionnement des collectivités locales. Le code minier ainsi que le code des collectivités locales doivent s'inscrire dans l'évolution que connaît le secteur minier. C'est pourquoi nous avons procédé à la relecture de ces instruments pour rendre efficace et plus judicieux l'utilisation des revenus miniers en faveur des populations concernées par l'impact des sociétés minières. L'argent est reparti après une session du CPD qui siège et reparti le montant en tenant compte des zones directement impactées et des zones moins impactées. C'est en fonction de cela que ce poids est reparti et cela suit aussi les actions déterminées par ces collectivités. Déjà, cette taxe superficielle a servi les années précédentes à la réalisation de plusieurs infrastructures dans les localités de Mambia, de Frigiagbe et dans les autres sous-préfectures du Kenya. Frigiagbe a rénové des écoles au niveau du collège. Elle a construit une école primaire au niveau d'un de mes districts Bassia et le reste a servi, comme on appelle ça, à acheter les tables bancs pour ces écoles construites. Symbole de partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et la Fédération de Russie. La taxe minière joue un rôle prépondérant dans le développement des collectivités locales. Elle sert souvent à l'exécution des projets de développement socio-économique. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi multiplie des actions en faveur des jeunes diplômés sans emploi. Après la formation des formateurs, elle vient d'entamer une session de formation à l'intention des demandeurs d'emploi, une démarche qui vise à aider les jeunes à gagner très rapidement leur premier emploi. Moussa Komar a fait le point. L'employabilité reste un défi. Tous les ans, des milliers de jeunes diplômés sortent des institutions d'enseignement supérieur du pays. La plupart n'arrivent pas à décrocher leur tout premier emploi. En cause, l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Pour les assister, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi a initié cette formation afin qu'ils puissent répondre au profil des entreprises. Nous voulons leur donner la capacité de travailler sur leur qualité personnelle individuelle. Non seulement sur ces qualités, mais également sur les qualités professionnelles, les attitudes professionnelles dont ont besoin les entreprises. Parce qu'une entreprise qui recrute aujourd'hui a besoin d'un profil, a besoin de certaines qualités et certaines attitudes. Cette formation se veut continue et évolutive pour pérenniser l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi. Elle a permis aux participants de combler leur insuffisance. Plusieurs d'entre eux apprécient la démarche. J'avais des lacunes parce que je ne savais pas comment se mettre à marché d'emploi et comment se comporter devant un client et surtout en marketing. Et avec cette formation, ça m'a beaucoup aidé. Depuis la création de cette maison de l'emploi et des compétences, 3000 personnes se sont inscrites sur la plateforme www.agipguinée.com. 1500 demandeurs d'emploi ont déjà bénéficié de l'accompagnement.
Depuis 2014, nous sommes sur le programme PPC, programme Première Chance, où nous envoyons encore une fois les jeunes en stage, nous payons des primes de stage et nous leur suivons pour faciliter leur insertion. Donc tant qu'ils sont demandeurs, ils sont clients de l'ADIP et nous ne cesserons de les accompagner. Au sortir de ces 3 jours de formation, ces jeunes diplômés sans emploi pourront évaluer leurs compétences dans plusieurs domaines. Le montage de projets et la création d'entreprises sont suffisants. La convention collective figure parmi les points inscrits dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat. La matérialisation de cet accord va marquer une étape importante dans l'organisation du secteur privé. Thierno Ousmane Diallo. Jamais l'idée d'une signature de convention collective n'avait été si généralisée en Guinée dans le secteur privé. Par branche d'activité, les employeurs sont tenus obligés de signer des conventions collectives avec leurs employés. C'est l'un des principaux accords signés entre gouvernements, syndicalistes, patronat et parlementaires vendredi dernier. Dans le monde des médias, cela est perçu comme une avancée majeure vers la qualification de la profession et l'amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur. Pour le mettre à l'abri des tentations. Mais si ce minimum n'est pas assuré, le régime de salaire, par exemple, minimum qu'un journaliste doit avoir dans une rédaction n'est pas défini, comment voulez-vous que ce journaliste ne tend pas la main à quelqu'un? Ou quand je vois qu'un journaliste qui vit de son reportage, pourquoi un journaliste vivrait de son reportage? Alors qu'il n'est pas journaliste pour soi, il est journaliste pour les citoyens. Il doit travailler pour les citoyens. Il bénéficie d'une légitimité sur la base d'un contrat social qui le lie avec les citoyens qu'il dessert. Et par conséquent, il doit avoir un traitement décent, lui permettant de pouvoir garder l'honnêteté professionnelle, de garder sa neutralité, de garder son impartialité dans le traitement de l'information. Dans certains secteurs, comme les mines et les banques, il existe déjà des conventions collectives. Celle-ci date de 1998. L'accord signé prévoit une révision des conventions collectives qui le nécessitent. 18 ans après la signature de ces conventions, le porte-parole de l'intersyndical apprécie les résultats et espère un changement dans le quotidien des employés du secteur privé avec la signature de nouvelles conventions collectives. Ça va donner beaucoup d'avantages aux travailleurs. Les conventions collectives dans un secteur vont englober les contrats de travail, les salaires, la protection sociale, les conditions de sécurité et de travail. Les parties devraient entrer en négociation à partir du 1er mars prochain. Un comité de suivi des accords est mis sur pied. Comment réorganiser les filières café-cacao dans notre pays? La question était au centre de la rencontre qui a mobilisé plusieurs producteurs, exportateurs et cadres du département du commerce. Des propositions ont été faites allant dans le sens de booster les filières café-cacao. Fallait lui dire aussi ce reportage. La réorganisation des filières d'exportation comme le café, cacao et la noix de cajou, tel est le cheval de bataille des autorités en charge du département du commerce. D'où cette rencontre avec les acteurs impliqués dans la commercialisation des produits agricoles en Guinée. L'engagement a été pris par l'ensemble des opérateurs économiques qui exercent dans les filières d'exportation des produits agricoles de faire en sorte que les produits d'exportation, les devises soient rapatriées dans nos banques. Donc mettre en place une structure pour la filière café-cacao, une structure pour la noix de cajou. Et aussi que les arrêtés qui ont été pris dans le cadre de l'interdiction de l'exportation de nos produits agricoles, le café, la noix de cajou et le cacao, soient appliqués par tous les services compétents en la matière. Cette rencontre fait suite aux 2 autres initiées par le chef de l'État. Des rencontres qui visent à rehausser le niveau de la balance commerciale en Guinée, une action saluée par l'ensemble des acteurs économiques. Cette année, au niveau de l'Organisation internationale du commerce, l'OMC, la Guinée apparaît comme avoir exporté que 2800 tonnes, ce qui est tout à fait aberrant. Parce que même le Sénégal, rien que la Casamance, exporte aujourd'hui près de 20 000 à 30 000 tonnes. La Guinée-Bissau fait 150 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est à 725 000 tonnes cette année. Donc nous croyons qu'avec ces rencontres pareilles, nous pouvons accroître la production
et que la Guinée se retrouve parmi les grands exportateurs aujourd'hui de l'anacarde. Il est temps aujourd'hui que tout le monde relance maintenant le développement de la campagne, c'est-à-dire la production de acajou, le café et cacao. D'autant plus que vous savez, notre pays vraiment est un pays très potentiel dans cette proposition, dans cette production. Donc je suis vraiment satisfait à la sortie de cette réunion parce que personnellement, je suis partant à 100% pour que cela aboutisse, afin que cela, d'ici quelques années, le pays soit parmi les plus gros exportateurs de ces produits. Une commission sera mise en place pour recueillir les recommandations des intervenants dans le secteur en vue de donner un nouvel élan aux produits d'exportation comme le café cacao et la noix de cajou, des filières porteuses de croissance et qui pourraient permettre de booster le secteur économique en Guinée. L'autre image de l'actualité nationale, la lutte contre l'impunité au sein de l'armée. La question préoccupe le ministère de la Défense nationale. C'est dans ce contexte que l'inspecteur général adjoint et le sous-directeur de la justice militaire ont procédé à l'installation des procureurs et substituts dans les 4 régions militaires du pays. Les précisions dans ce reportage de l'adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Après la première région militaire de Kindia, le tribunal militaire poursuit l'installation de ses procureurs et substituts à l'intérieur du pays. Pour cette dernière étape, ce sont les régions militaires de Zérékoré, Kankan et Labé qui reçoivent la mission. Les tribunaux militaires à formation spéciale prennent forme dans ces localités. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme procureur militaire du tribunal militaire en formation spéciale de Zérékoré, le lieutenant-colonel Ibrahim Kamara, ici présent. Vous reconnaîtrez également comme substitut du procureur militaire le capitaine Isiaga Kamara, ici présent. Fruit de la vaste réforme du secteur de sécurité, l'installation de ces magistrats dénote de la volonté des autorités militaires et judiciaires à être plus proches des justiciables. Une façon de lutter contre l'impunité au sein des forces armées. Le rôle, n'est-ce pas, principal de ces procureurs, dès l'instant que l'autorité militaire leur, n'est-ce pas, transmet un dossier, c'est à eux d'examiner. S'ils estiment que les éléments constitutifs sont là pour engager une procédure, ils peuvent non seulement soit envoyés en citation directe ou en flagrance. Ça dépendra de la situation. Mais aussi, lorsque ces éléments aussi sont réunis, ils peuvent, si c'est très grave, ils peuvent confier le dossier à un juge d'instruction qui examine le dossier. Le premier tribunal militaire a été créé en 1966. De nos jours, sa mise en place rime avec l'ambition de bâtir une armée forte et entièrement républicaine. Justice encore. Le général Nourcham et 5 autres militaires poursuivis pour désertion et non-respect aux consignes. La délibération de ce procès vient d'être renvoyée à une semaine pour des raisons propres au tribunal militaire permanent de Conakry. Œuvre de charité en direction des orphelins d'Ebola. Ousmane Chérif, un jeune Guinéen résident en Hollande, vient de faire un don de fournitures scolaires aux orphelins des préfectures de Koya, du Brika et Fourkaria. Un reportage de ça à Marathon. 6220 enfants orphelins, c'est le bilan des 2 années de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. La situation touche les cœurs des citoyens guinéens et ceux de la diaspora. C'est le cas d'Ousmane Chérif. De la Hollande, ce jeune entrepreneur offre des fournitures scolaires aux mineurs des écoles Toumanea et Kenende de Dubreka. C'est une fois de plus, nous avons un soutien d'une grande personnalité qui n'est pas sur ce sol, qui ne réside pas sur ce sol guinéen, mais qui à distance essaie de partager la douleur et ce que nous avons subi ici comme difficulté, comme malheur. Kendumaya, une autre localité de la préfecture de Koya touchée par le virus Ebola. Là également, les mêmes cadeaux sont distribués aux enfants dont les parents sont décédés de cette maladie. L'école primaire du Centre 2 et 3 autres écoles de Fourkaria ont été les derniers établissements à bénéficier du geste de charité d'Ousmane. Je suis très contente pour recevoir ces cadeaux. Merci à M. Chérif Ousmane. J'étais ici l'année dernière à 2-3 reprises, donc j'ai vraiment vécu Ebola avec la Guinée et les Guinéens. Et mon dernier voyage c'était quelque part au mois d'août. Je suis parti avec un message.
Ce message-là m'a permis de réunir une équipe autour de moi qui m'a aidé à réaliser cette initiative. Grâce à l'appui des personnes de bonne volonté, ces tout petits sont aujourd'hui déterminés à aller au bout de leurs études. C'est une action à encourager. La Fondation Prosmi offre des poubelles et des panneaux de signalisation à la direction communale de la ville de Conakry. Ce geste vise à créer un environnement propre et prendre soin aux enfants. Les bénéficiaires témoignent de leur satisfaction à la Fondation de la Première Dame de la République, Alga Simouba. La Fondation Condé Djenekaba s'engage dans la propriété des écoles. Elle offre 243 poubelles et 30 plaques indiquant les dépotoirs d'ordures au DCE de la ville de Conakry. L'initiative vise à prendre soin des enfants et rendre leur environnement propre. Il faut montrer aux enfants que les ordures ne se mettent pas n'importe où. Les ordures doivent se mettre dans des poubelles. À ces poubelles donc, nous avons jugé nécessaire d'adjoindre quelques panneaux de signalisation. Et ces panneaux de signalisation, c'est pour concourir à la sécurité des enfants. Avec son slogan « J'aime ma ville, je la rends propre », la première dame de la République, Hadja Djene Kondé, a ficelé une collaboration entre le système éducatif et la Fondation Prosmi. Les besoins d'assainissement, les besoins de propriété, d'hygiène sont immenses dans notre pays et en particulier au niveau des écoles du pays. Nous avons donc la lourde responsabilité de tout faire pour que nous créions un environnement sain pour nos enfants. Et cela fait partie de nos priorités essentielles. Ce projet d'assainissement des écoles est mis en place depuis 2012. La Fondation Prosmi compte pérenniser cette action sur le terrain. Un environnement sain pour les enfants. Un nouveau centre de formation pédagogique à Conakry. C'est une initiative du complexe scolaire protestant d'Antafassa. Ce centre vise à doter les enseignants des compétences requises pour une formation de qualité. Un reportage de Aïssatou Oumouyalo et Safiatou Kondé. Complexe scolaire Emmaüs protestant d'Antafassa. Dans cet établissement se trouve désormais un nouveau centre de formation pédagogique. Son but, assurer la formation des formateurs des écoles publiques et privées du pays. Emmaüs, que vous nous faites l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, est l'aboutissement d'une longue marche des écoles Emmaüs dans notre contribution aux efforts de l'État guinéen pour la formation de notre jeunesse, principale actrice de la Guinée de demain. Un atelier destiné aux travaux pratiques pour la conception et la préparation du matériel didactique, notamment pour le graphisme. Une salle d'informatique scindée en deux parties, dont une première partie sert au cours théorique à donner aux apprenants et la deuxième partie, équipée de machines, va servir pour la pratique et reçoit à la fois 10 apprenants pour la pratique informatique. Fruit de l'enseignement privé, cet espace scientifique est un nouveau pas dans le processus de qualification du secteur de l'éducation en Guinée. Un investissement qui rassure les autorités scolaires et communales. Quand les organisations telles que Emmaüs mettent des centres comme ça, à nous de motiver nos enseignants pour venir se retremper sur le plan pédagogique en s'inscrivant dans ces centres de formation. Cet institut, nous attendons beaucoup de choses, surtout la bonne formation, car ils ont décidé de donner la formation aux formateurs et c'est ce que nous souhaitons. Ce centre sera opérationnel toute l'année. L'ambition est de relever progressivement le niveau des enseignants et promouvoir une éducation de qualité en Guinée. Sport, la deuxième édition du tournoi de détection de jeunes talents se poursuit au stade de la mission à Conakry. Plus d'une vingtaine d'équipes prennent part à cette détection organisée à l'initiative d'un jeune footballeur guinéen. Et Roland Souri Fofana, reportage. Les footballeurs se fixent pour objectif de permettre aux jeunes Guinéens d'accomplir leur rêve de professionnalisme en Europe. Elle est exclusivement réservée aux sportifs âgés de 17, 18 et 19 ans. Ce tournoi va permettre aux jeunes Guinéens d'acquérir les rudiments et les facteurs de performance au plan théorique et pratique.
Cette épreuve de détection est assurée par 2 techniciens français qui ont décidé d'élargir la formation à quelques entraîneurs guinéens. On a introduit la détection des jeunes. On va voir les jeunes qui seront les meilleurs. Il ne faut pas les promettre ceux qui sont meilleurs. S'il y en a 1 ou 2, on va leur donner la chance d'aller faire un essai en France éventuellement. Mais on ne peut pas les garantir qu'ils vont les prendre, ils ne vont pas les prendre. Tout ça dépendra de leur talent. Il y a trop de formateurs informés qui ne sont pas formés, qui n'ont pas la formation de base. C'est très difficile. Maintenant, je suis nécessaire d'inviter M. Thierry de venir en Guinée, voir notre structure, l'académie, et voir notre projet et pour nous assister et pour nous aider à former. Les séances pratiques et théoriques qui se déroulent respectivement au stade annexe du 28 septembre et à l'Académie olympique de Guinée se poursuivront jusqu'au 4 mars prochain. Le reportage du Grand Massouri Fofana met fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Thank you.